moment-là, je crois bien que c'était les tôles qui s'en allaient dans les barbelés. Scratch, scratch. Voilà, ça souffle violemment et c'est vrai que c'est un bruit sourd et continu. On se disait, est-ce que demain matin, le toit va pas nous tomber sur la tête? Est-ce qu'on va encore être là? Enfermé pendant des heures dans le noir comme ça et sans rien voir, sans pouvoir agir surtout. C'est quelque chose d'inquiétant, on va dire. Je me souviens que j'avais un peu peur. Ça m'a fait plus peur la tornade que des renards, des loups, que quand j'étais beaucoup plus petit. J'avais peur que je sois mort sans même avoir terminé l'école. Voilà quoi. C'était l'an 2000, donc on était tous dans la cabane pour expédier les huîtres, prêts à partir sur les marchés à Paris. Et le vent s'est mis à souffler. Mon frère qui regarde par la fenêtre qui dit « Il a là mon camion qui recule !» J'ai dit « Non, je peux pas, il est la cabane qui avance. » Oh non, ça a buffé. 120, 180, 200, 220, 480 peut-être, comme il dit mon voisin de cabane. Va donc savoir, on l'a fait peut-être toutes les années monomètres. Non, ça a buffé. Alors on s'est réfugiés dans mon camion. On était 6 dans ce camion. 6 avec les capotes, les cirés. On a duré 4 heures à se faire brasser. À 5 heures de l'après-midi, j'ai commencé à avoir un doute. Le ciel était rouge, ocre, violet, moutonneux. Il y avait mon père, mon frère et puis 3 copains ostréiculteurs qui me donnaient un coup de main ce jour-là. On a décidé de se réfugier dans la cabane dans un premier temps. Et vers 6h30, le toit s'est écroulé. On est sorti comme on a pu et on s'est accroché après quand on est allé dehors. On s'est accroché les uns avec les autres comme une mêlée de rugby, là, sans savoir où on allait aller vraiment. Et j'avais quand même pris la précaution de disposer le camion dans le sens du vent dans l'après-midi. Il n'y avait pas d'autre solution que de se mettre là. Tous les 6. Vous voyez des ombres passer dans la nuit, des casiers, les palettes. J'ai vu des palettes voler. Le camion, on le sentait bouger, on sentait les roues qui se levaient, la roue de devant. Là, moi, j'étais au volant et on sentait la roue de devant qui se soulevait à un moment donné. Je me suis dit, on va y aller, On va peut-être y aller. Voilà, donc c'était assez crispant, flippant, c'est sûr. Vous n'avez pas pensé à rentrer chez vous? Alors là, c'était pas possible. Je crois pas y avoir pensé parce que, en fait, le camion était dans le sens du vent, heureusement. S'il avait été dans l'autre sens, dans le sens en travers le vent, je pense qu'on aurait chaviré. D'ailleurs, le lendemain, j'ai vu des camions chavirer. Plus ça allait, et plus ça soufflait fort. Donc on avait peur aussi, on pensait à ce qui se passait ailleurs. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans nos familles ailleurs. Et puis en fait, il y avait aussi, là je le dis pour moi, il y avait cette fin de siècle. On n'a pas pu faire autrement, moi j'ai pas pu faire autrement que d'y penser. Qu'est-ce que ça veut dire cette fin de siècle avec ce temps comme ça qu'on n'avait jamais vu. Donc est-ce que ça va s'arrêter C'est vrai qu'après on en a fait une chanson parce que c'est ce qui m'a paru le plus drôle pour survivre à ça d'une façon. Ça s'est calmé, il y a prescription depuis, mais en reparlant 3 ou 4 ans après maintenant, ça fait. Je m'aperçois que tout le monde quand même a eu très peur cette fois-là, mais on l'a pas vraiment dit. Étions si grands costauds, coincés dans le Volvo. Assez haut, serrés comme des cétos, les capotes sur le dos. Faisait chaud, et hop, buffet, toi qu'à bon compte, et hop, on l'est dans la couchette, on aspirait toutes les palettes, étions coincés, étions bloqués en cabinet. Fleck contrôlé, l'envie de pisser, Étions si grands costauds, la vessie jusqu'en haut, tout en haut, crispés comme des macros, les mains sur nos oiseaux, faisait beau, et au plus fait, on a bon compte, et on branlait dans la couchette, et au plus fort de la tempête, étions coincés, étions bloqués dans le cabinet. Les mains serrées sur la braguette. Et à 4 heures l'après-midi, en principe, on n'aurait pas dû avoir du tout d'eau dans le chenal, tel qu'elle est là.
alors qu'elle était à peu près comme on l'a actuellement. C'est-à-dire on avait facilement 2 heures d'avance sur la marée. Et moi je me suis inquiété quand j'ai vu la hauteur de l'eau en Chenal. Donc moi j'avais ma famille, déjà j'ai fait évacuer ma famille, je n'avais plus personne ici à la maison. Parce que force 10, vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire des vents vents à à combien? 120 à 130 à l'heure. Et en fait, vous avez eu 215 enregistrés à la centrale, des Blayais. Alors ça fait déjà presque le double quoi. Ce qui était prévu, c'est impressionnant, je vous jure que c'est impressionnant. On avait un mur d'air et d'eau parce qu'on avait les vagues, la Gironde derrière moi qui passait par tout ça, vous avez des embruns qui facilement faisaient 100 ou 150 mètres de projection. Et tous les bateaux sont partis avec leur ponton au fond, avec tous les bateaux de plaisance là. Alors évidemment, le lendemain, les dégâts... les bateaux étaient les uns sur les autres? Les uns sur les autres, tout était en tas. Fracassé. Tout en tas, fracassé. Dans l'espace d'un petit quart d'heure, la digue a cassé, et puis ça passait partout. Et alors là, évidemment, il n'y avait plus rien, aucune affaire, à part sauver nos vies. Tout le mal vient de cette digue qui, sur 4 km, est partie, est cassée, et l'eau qui arrivait, bien sûr, de ces derrière, a envahi les terres, et donc, vous voyez, par la profondeur qu'il y a, ce que ça peut vous donner comme idée. Moi, j'avais une grande serre. J'avais nos voitures qui étaient là, on les a retrouvées à 300-400 mètres dans les prés. Alors, vous voyez un petit peu. On a vu la centrale, les 4 centrales, les 4 réacteurs se mettent en drapeau, c'est-à-dire ils laissent partir la condensation, ils fument. Enfin, on n'a pas pris ça trop tragique parce qu'on a pensé que c'était simplement le vent. Mais non, c'était pas le vent, c'était qu'elle était inondée. Quand la digue a commencé à casser, on avait les pompiers qui étaient là pour venir nous évacuer. Moi, j'avais mes petits caniques, je suis monté dans le camion. À la maison, il y avait encore 2 pompiers qui sont restés derrière moi pour fermer la porte, que vous voyez derrière moi. Cette porte, ils n'ont déjà pas pu la fermer et ils avaient déjà l'eau à la taille. Dans l'espace de quelques minutes, hein. Moins de 5 minutes, ça c'est sûr. Donc vous êtes parti avec votre femme, vos chiens? Mon frère, ma belle-sœur, mes 2 fils et moi, nous sommes partis avec les pompiers, on a pris le voisin à côté, et direction Saint-Cyr. Mais l'eau montait très vite à ce moment-là. Et vous avez oublié votre perroquet? Et malheureusement, oui, j'ai emmené mes petits chiens, j'ai mon perroquet qui est à côté de la porte. Perroquet du Gabon? Oui, qui avait plus de 30 ans avec nous déjà. Il avait 30 ans avec nous. Et puis le pot, eh bien, on l'a oublié. Je l'ai oublié, et puis le lendemain, il était noyé, on l'a retrouvé, mais noyé. Franchement, je vais penser à mes petits chiens, mais pas au perroquet. Voilà, alors nous sommes partis à Saint-Cyr. Malheureusement, tous les poteaux télégraphiques, tout était tombé les uns après les autres. Mais on est arrivé à un moment où il y a des gros poteaux d'haute tension qui étaient tombés, donc là, ils n'ont plus rien faire. Et ils étaient trop gros, ils n'ont pas pu, les pauvres diables, que voulez qu'ils fassent. Hein. Et ils avaient toujours quand même de l'eau jusqu'à la ceinture, hein, dans l'eau, hein, ils ont fait ça. Hein. C'est vraiment courageux. Hein. Quand on est arrivé, on a fait demi-tour, on est arrivé sur la route des Calonges. Hein. Alors là, on voyait absolument plus rien. On n'avait que les panneaux où il y avait le stop, le croisement, mais qui arrivait déjà à la limite. Hein. Là, tout le monde a eu peur. Les pompiers, nous, on a tous eu peur parce que de chaque côté, il y a quand même des grands canaux. Et on ne voyait plus rien, il y avait qu'un fort courant. Et à mon point de vue, je leur ai dit, si on continue de descendre sur Saint-Cyr, parce que là, ça descend tout doucement, on va avoir de plus en plus d'eau, et vraiment, on prend des risques. Alors moi, je dis, on s'arrête là et on attend. Dans 1 heure, si l'eau ne monte pas trop, dans 1 heure, on va commencer à descendre. Et alors ils m'ont dit, tu crois? On a attendu. Puis effectivement, l'eau l'a descendu. Mais quand l'eau l'a descendu, on a voulu refaire la route, mais il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien. Le bilan, 7 heures ici, 5 heures du matin à Saint-Cyr. 10 heures pour faire 10 heures pour faire 6 km. Allez, hein, voilà. 10 heures pour 6 km. On est en zone inondable que par les grosses marées ou les coefficients forts. Mais c'est très peu. Il suffit d'avoir les digues. Il y a 3 siècles, les Hollandais ont fait des digues en terre. Mais en 3 siècles de temps, ces digues, elles se sont quand même écrasées un petit peu. Il suffit de rehausser ces digues, de les refaire. Et si ces digues avaient été refaites, on n'aurait pas eu de problème. On n'aurait absolument pas eu de problème. Seulement, ces digues, c'est la guerre et la bannière pour arriver à les faire refaire. Parce que il faut qu'elles servent de zone tampon pour que la ville de Bordeaux n'inonde pas. Alors que nous, on se noie, c'est pas un problème, pourvu que Bordeaux n'inonde pas. Voilà. Alors ces digues, on ne peut pas les toucher, il faut les laisser comme ça. Alors la prochaine tempête, on recommencera. Oh là 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 là, c'est terrible, terrible. Quand vous voyez qu'un thème vous tombe là, que l'on arrive derrière, vous savez pas si vous vous mettez là ou si vous vous mettez là. Ça craquait et les têtes de paix nous volaient. Depuis en face, elles volaient sur le camping, les têtes de paix. J'avais peur pour ma vie à moi et pour la vie des personnes qu'on avait mis en sécurité. Parce que figurez-vous qu'il y avait des grands pins à proximité du mobil-homme et on a eu une chance inouïe. Il y a un pin qui s'est couché au ras du mobil-homme et l'autre qui est passé juste devant. Les personnes qui étaient dans le mobil-homme pouvaient y laisser leur vie.
Et après, on a entendu un sanitaire s'écrouler là-bas. On a entendu la maison d'une voisine, un grand vroom, tout ça. Et comme on sait qu'elle vit toute seule, on a mis, pour faire 100 mètres, on a même peut-être mis 1 heure pour enjamber tous les arbres et tout ça. Et au bout d'1 heure, on a retrouvé cette mamie complètement transie dans une pièce. Et on voulait la ramener avec nous dans le mobil-home pour la mettre en sécurité. Elle n'a jamais voulu venir. Et pendant ce temps-là, on avait perdu un gars. Et le gars, on l'a retrouvé au bout d'1 heure ou 1 heure et demie. Il était plaqué contre un mur du sanitaire qui s'était envolé. Il était blanc, il était comme ça, on croyait qu'il allait mourir, quoi. On l'a pris, tant bien que mal, on l'a ramené à travers les souches de pin et tout ça. Et on l'a ramené dans le mobil-home. Ma fierté, en fait, c'est que 4 mois après, on était à peu près opérationnel pour recevoir à nouveau nos amis. Mais après vous avez baissé les bras. Alors après, moi j'ai dit, je n'en peux plus, c'était la 2e fois, je n'en peux plus. Je me suis concerté avec ma fille, elle m'a dit, papa, si tu continues, tu vas y laisser ta peau. Et alors... Et depuis, je suis malade, je suis sous antidépresseurs. J'ai vu un psy couramment, j'ai vu des médecins, des spécialistes. Mais dernièrement, mon psy m'a dit de toute façon, ne cherchez pas à comprendre. Tant que vous aurez pu effacer ce sinistre-là, la santé reviendra. C'est impressionnant de perdre un outil de travail du jour au lendemain. Et nous, les petites structures, c'est comme si on n'était rien. Personne ne nous a aidés. Personne. Et à l'arrivée, la législation française, je revends mon camping, on me prend 840 000 francs de plus-value. Pour la peine que je vais peut-être pas aller à la retraite et que j'ai travaillé toute ma vie. Comme un fou avec ces tempêtes et tout ça. Et des problèmes de santé pour des années. Et on me prend 840 000 francs, 84 unités en plus-value. C'est pas normal. Moi je dis c'est pas normal. À un moment, le château lui-même s'est mis à vibrer. Oui. Le château était une caisse de résonance et ici, un vibrement sourd, profond, lugubre, affreux. Quand on dit la peur au ventre, eh bien je comprends maintenant ce que c'est. C'est vraiment comme ça. Ça commence vraiment au triple et ça monte comme ça. Vraiment terrifié. Je n'ai pas honte de le dire, vraiment. Une nuit à croire à l'apocalypse. Apocalypse. Moi j'ai cru à ça. Moi j'ai cru que c'était presque la fin du monde. J'ai prié, si quand même. Et les fenêtres ont commencé à fléchir. Ah bah il a fallu être à 3 pour les tenir. Hein. On maintenait la fenêtre. 2 pour tenir et 1 pour clouer. Et 1 qui clouait les fenêtres. Ça c'était très grave si ça s'ouvrait. Il y a la toiture qui partait comme dans un château voisin que nous avons, au château de Gêques, toute la toiture. Quand je suis sorti le lendemain à l'aube, c'est de... comme tout, il m'a dit, c'est un désastre. Moi j'aurais dit c'est un désastre, on aurait dit elle exagère et tout ça, pas du tout. C'est un désastre, c'était vraiment un désastre. Et c'était un désastre. Je me rappelle une photo dans l'illustration après la guerre de 14-18, le bois des corps. C'était ça. Les arbres hachés. Nous avions un chêne, un seul chêne, qui avait environ 400 ans. J'ai relu après la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, c'était exactement ça. Le chêne avait sa cime qui touchait les cieux, avait les racines qui allaient jusqu'au royaume des morts et qui disaient au roseau, viens t'abriter sous moi. Le roseau a plié, il est remonté et le chêne a disparu. Notre chêne, c'est ce qui lui est arrivé. Et puis la différence entre le vacarme nocturne que nous avons eu et le silence absolu. Plus d'oiseaux, plus de bruissement du vent dans les feuilles, rien. Plus d'oiseaux le matin. Plus d'oiseaux. Ça vous a frappé? Ça m'a frappé, le silence absolu, celui qu'on trouve dans les grottes. Le silence, plus rien. Que des arbres abattus, que du chablis et que tout l'avenir à refaire. Ça a été dur de remonter tout ça? Soit j'avais tout perdu et puis je m'apitoyais sur mon sort, ou soit je décidais de repartir et là, avec la volonté de repartir, c'est dur physiquement, mais moralement, quand il y a la volonté, il y a la volonté. Quoi. On a passé 1 an et demi à tout reconstruire. Tout seul? Tout seul, bon, avec bien sûr l'aide d'un peu de famille. Quoi. Heureusement. Vous n'avez jamais désespéré? Non, jamais désespéré, je crois. Sur le coup, après la tempête, est-ce que vous avez été aidé? Au niveau local, oui, beaucoup. Parce qu'on n'a plus rien à ce moment-là. On n'a plus rien, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi s'habiller, on n'a plus de quoi se déplacer. Des amis, des voisins, des personnes qu'on connaissait ou même qu'on ne connaissait pas forcément.
aussi bien pompiers, gendarmes que autre chose, et ils sont tous venus. Quoi. Ça a joué. Et ça joue énormément. Après, au niveau national, ça n'a pas fonctionné. Quoi. Ouais. J'ai plus d'emprunts aujourd'hui que je n'avais avant la tempête, avec le même outil. Donc déjà que c'était pas évident et que j'étais au taquet en m'installant, aujourd'hui c'est encore plus dur. Ouais, ça m'a coûté 150 000 € de plus, en plus de toutes ces aides et en plus de tous ces remboursements d'assurance. Comment vous l'avez passé ce premier de l'an 2000? Ici? Ouais, je l'ai passé dans ma maison où c'était la première journée, je revoyais mes enfants et mes proches. Après la tempête, on n'a pas mangé grand-chose, on était ensemble. Aux bougies? Aux bougies. Aux bougies, l'omelette, et puis à 11h au lit, mais enfin bon. Non, mais la famille était ensemble et c'était bien déjà. Son mari, Stéphane Raymond, a perdu son exploitation en 2 vagues, 3 coups de vent. J'avais 160 laitières, avec des bâtiments fonctionnels, qui étaient prêts à marcher plein pot pour un jeune qui démarrait, quoi. Avec plein d'investissements, tout à la banque, quoi. En fait, j'avais rien, tout est à la banque et puis tout est parti. Les noyés, il y en avait autour des bâtiments, autour des maisons, dans les champs, il y en avait un peu partout. Et ça m'en manque encore 4 ou 5 qui sont sûrement noyés sous les débris dans les champs, quoi. On en a retrouvé une à 6 km. On a été chercher 4 jours après parce qu'il y avait 1,50 m d'eau, on ne pouvait pas y aller. Ça vous donne pas envie de changer de travail, ça? J'ai encore ma maison, heureusement, qui est là. Puis quand on est né dans un pays comme ça. Déjà pour faire les vaches, quand on est jeune, il faut aimer ça. Alors bon. Je continue, je crois. Je sais pas. Je sais pas si ça sera là ou ailleurs, mais je vais continuer l'élevage, quoi. On va voir. Après la tempête, les habitants de cette région sont venus à l'église, mais certainement pas pour les raisons habituelles pour lesquelles on vient dans une église, c'est-à-dire pour prier ou pour venir à la messe, mais pour venir chercher des cierges, ou bien pour les acheter, ou bien pour qu'on leur en donne, car il n'y avait plus d'électricité. Ils ne sont pas venus pour demander s'il y avait un signe divin derrière cette tempête. C'est-à-dire qu'autrefois, on était certainement plus lié à la nature et puis lié à un monde davantage agricole, et par le fait même, on voyait davantage la main de Dieu à travers les événements de la nature, et puis aussi lié à un certain fatalisme des personnes. Aujourd'hui, on sait expliquer les phénomènes d'une manière scientifique, mais on ne peut pas leur donner une dimension. L'explication scientifique a tué Dieu. Non, elle complète l'existence de Dieu. Il n'y a pas eu, comme autrefois, de prêtres qui sont montés en chair pour dire mes bien chers frères, de ce qui s'est produit ces derniers jours avec la tempête est le signe que Dieu n'est pas content de vous. Pas du tout. Je ne crois pas que je me serais autorisé à le dire et je ne le pensais pas. De même qu'il n'y a pas eu de manifestation devant l'église ici, alors qu'il y en a eu devant la sous-préfecture. On est simplement venu acheter des cierges. On est venu acheter des cierges. On les a payés? Certains les ont payés, d'autres ne les ont pas payés, mais peu importe. Toujours est-il que les reproches qui ont existé ont été formulés à l'égard des pouvoirs publics et non pas à l'égard de Dieu. C'est peut-être un bien pour Dieu, ça. C'est une chance pour Dieu et pour nous aussi. Le potin qu'il y avait, on avait à peine à se parler. Et puis pour pédaler, moi j'ai jamais... C'était pire que n'importe quelle côte. Que quand on a monté le Ventoux, c'était encore pire. On avançait à 4-5 à l'heure. Et puis il fallait dégager les feuilles sous les lunettes parce que ça volait à l'horizontale, hein, incroyable. Hein. Là, on arrive au pont. Tu te rappelles? On croyait qu'il y avait un train. Et juste à côté, à 50 cm, il dit qu'il allait me rouler dessus, quoi. Moi, j'ai surtout l'impression de passer sous les roues hein, quand j'étais ici. Vraiment de passer sous les roues. Et puis c'est là que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. C'est presque l'impression, quand tu es la nuit, tu fais un cauchemar, ça a l'air tellement bête, tout d'un coup tu te réveilles, tu dis ah ben non, finalement tu es soulagé, il n'y a rien. Mais là, le train, pour moi, il était à côté. Et puis c'est drôle, il suffit de passer devant la voie ferrée,
Et puis je reviens les pieds sur terre, je dis mais non, finalement, il ne va pas m'écraser, il n'est pas là, il n'y en a pas. C'était qu'une illusion, c'est le vent. C'est là que j'ai réalisé que vraiment le vent était à ce point, pouvait faire tellement de bruit. Vous avez senti la main de Dieu cette nuit-là? Absolument, absolument. Mais moi, je sens beaucoup la main de Dieu. Je suis un écrivain catholique et chrétien et religieux. Pour moi, le vent, c'est l'esprit. Le vent, c'est Dieu. Cette nuit-là, ma vieille maison, mon saint presbytère, était ébranlé par les rafales du vent, comme par des coups d'épaule donnés au mur par un géant. Le vent est invisible, omniprésent et tout-puissant. Et moi, enfin du ventail de gauche et moi celui de droite. Donc j'essayais de le bloquer. J'ai maintenu et d'un seul coup, une énorme rafale a tout arraché et le portail s'est levé comme une espèce de feuille et j'ai été écrasée dessous et aplatie. L'impression d'un splash. Quand mon époux m'a sorti de sous le portail, je lui ai dit mais je suis cassée. Bassin qui a été écrasé, les côtes, la main, je sais pas. Donc le passage de l'an 2000, c'est pas un très bon souvenir. Et d'autant que mon époux a passé le réveillon tout seul, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'à l'hôpital, on lui a dit qu'il ne savait pas si je passerais la nuit. Et leur problème, c'était de savoir comment me faire prévenir, puisqu'il n'y avait plus de téléphone, plus d'électricité. Et comment me faire prévenir si toutefois il y avait quelque chose de très très grave qui pouvait arriver à mon épouse. Mais en fait, tout s'est très bien passé, puisqu'elle en est sortie. Et allègrement. Et je peux rejouer au golf. Et vous l'avez oublié, la tempête de pluie? Non, pas du tout. Le moindre coup de vent, je peux vous dire que je m'enferme et il n'est pas question de me dire il manque un morceau de pain ou un peu de beurre. C'est pas la peine, je ne sors pas. Ça, c'est clair et net. Et j'ai une espèce d'angoisse qui m'envahit. C'est terrible. C'est indescriptible, c'est une peur intérieure, c'est terrible. Et je peux vous dire aussi que tous les jours, quand j'ouvre le portail, et j'aurais bien aimé que mon mari me le change. À certains moments, hein, on a entendu crier des cris d'animaux dans la forêt là-haut, mais bon. Des animaux qui hurlaient là. Sur le retour, on a été pris donc dans la tempête, au cœur de la tourmente, on était ici, dans cette forêt-là. Comme vous pouvez le voir, partout c'est dévasté. Les arbres s'abattaient de droite et de gauche sur la route. Hein? Ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est de pouvoir franchir ces obstacles tout en évitant les arbres qui continuent à tomber. Alors, on essaie de courir en étant espacé de l'autre pour éviter que l'arbre nous tombe sur les deux. Avec toutes ces branches coupées, et on aurait pu se faire empaler. Donc, moi je me considère comme un miraculé. T'as jamais couru aussi vite? J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je crois que ce jour-là, j'ai battu tous mes records personnels. Hein. J'aurais même pu chercher le record du monde ce jour-là, tellement j'ai eu peur. Hein. Comme quoi, la peur, ça aide pour l'entraînement. Hein.